So I welcome you to our webinar series today, Understanding and Preparing for the Predicted 2024 Extreme Heat Season in the Sahel, a collaborative approach. We are really happy that you joined us today again. And it's a webinar series. So today is the second webinar in that series. And it has the focus from impacts on public health and relevant sectors. And just to flag, there is an interpretation in French and English available that you can select at the bottom in your Zoom settings. So des services d'interprétation en français et en anglais sont disponibles. So I really welcome you to this webinar, and our motivation really to work on this topic was this forthcoming heat season in the Sahel region, and we have seen these seasonal outlooks that really indicated that extreme heat will occur. And now just also in April, a study from the World Weather Attribution Team, where also Climate Center is part, really showed that the extreme Sahel heat wave hit highly vulnerable population, also compounding with the end of Ramadan, and this would not have occurred without climate change. And we can see recently really extreme temperatures in the Sahel region, and the new records in Kayes in Mali have been recorded from 48.5 degrees on 3rd of April. So we can really see that this is a current important topic. And last week at this seminar, we were focusing more on these extreme heat trends in the Sahel and outlook for the 2024 heat season. And today we will focus more on the impacts. And on the agenda for today, we will have 3 speakers from Ghana, from Burkina Faso, and from Senegal that focus on different topics related to health impacts of heat. And they will give short presentations and insights into their work. And then we will have time for discussion at the end. OK, merci Martha. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, ça fonctionne. Okay. Parfait, merci beaucoup. Aujourd'hui, ma présentation va tourner autour des travaux que nous avons menés au Burkina Faso sur l'impact de la chaleur sur les femmes enceintes. Et ce que nous avons, après ces résultats qu'on a obtenus, nous avons formulé une intervention que nous avons mis en œuvre dans les formations sanitaires. Donc, je vais... Donc, ma présentation va s'articuler autour de 4 grands points. D'abord, je vais parler du changement climatique et de la santé et de la nécessité de formuler des politiques de santé adaptées au contexte. Et je vais parler du contexte du Burkina et enfin des connaissances que nous avons pu générer. Donc, pour ce qui concerne le cadre conceptuel du changement climatique et de la vulnérabilité, nous nous sommes inspirés de ça pour pouvoir élaborer nos recherches qui a été élaborée par l'OMS. Il nous ressort globalement qu'il y a plusieurs facteurs de vulnérabilité qui interagissent pour aboutir à des risques de santé en lien avec le climat sur la population. Par exemple, il y a des facteurs de vulnérabilité en lien avec le mode d'exposition. Il y a des facteurs de vulnérabilité en lien avec les facteurs démographiques, géographiques, biologiques et même socio-économiques. Mais aussi, il y a des facteurs de vulnérabilité en lien avec la gestion même du système de santé, notamment les politiques mises en œuvre, le personnel de santé et leurs compétences à pouvoir gérer tout ça. Donc, tout ça interagit ensemble pour produire des conséquences sanitaires sur la santé des populations. Donc, ce qui montre en effet que les conséquences et les risques sanitaires du changement climatique sont variables en fonction du contexte, d'où la nécessité de pouvoir produire des connaissances sur chaque contexte afin de pouvoir alimenter les politiques publiques. Donc, c'est ce qui a vraiment orienté notre recherche. Comme vous le savez, je vais parler du Burkina, et le Burkina se situe dans la zone Sahel de l'Afrique de l'Ouest, un pays francophone où il fait chaud, le climat est sec, avec des pluies de juin à septembre, et les températures peuvent varier entre
17 degrés de décembre à janvier jusqu'à 40 degrés Celsius entre mars et avril. Actuellement, il fait vraiment très, très chaud à Ouagadougou et on prévoit que d'ici les prochaines années, il y aura encore une augmentation de la chaleur. Pour ce qui concerne les politiques en lien avec le climat et la santé, le Burkina a élaboré une politique nationale d'adaptation au changement climatique qui a été adoptée en 2021. Mais cette politique est pilotée par le ministère de l'Environnement qui intègre un plan sommaire en lien avec la santé, notamment des actions de lutte contre la méningite et le paludisme. Par contre, dans ce plan, rien n'est mentionné concernant les catégories vulnérables. Pourtant, ces catégories vulnérables telles que les personnes âgées, les femmes enceintes et les nouveau-nés sont reconnues comme très vraiment vulnérables à la hausse des températures fortes, notamment dans le contexte du Burkina. Et donc, au niveau du ministère de la Santé, on peut dire que le pays ne dispose pas vraiment de politique et de stratégie d'adaptation au changement climatique en lien avec la santé. Et donc, cela vraiment montre la pertinence de pouvoir produire des connaissances contextuelles pour éclairer la formulation des politiques. Donc, nous nous sommes intéressés à l'une des catégories vulnérables. Comme je l'ai dit tantôt, il y a les personnes âgées, mais il y a aussi les femmes et les femmes enceintes et les nouveau-nés. Donc, nous nous sommes intéressés à cette catégorie-là, c'est-à-dire les femmes enceintes et les nouveau-nés, non seulement en communauté, mais en formation sanitaire, pour essayer d'analyser l'impact de l'exposition à la chaleur à cette catégorie vulnérable. Donc, ce qui justifie vraiment notre choix par rapport à cette catégorie, c'est qu'il y a beaucoup de preuves scientifiques qui montrent que la chaleur extrême entraîne une charge de morbidité importante. Et par exemple, les chaleurs extrêmes sont associées à des naissances prématurées, au faible poids de naissance, au risque de pré-éclampsie et d'hémorragie postpartum, c'est-à-dire hémorragie après l'accouchement. Et aussi, la déshydratation affecte la santé des femmes et du fœtus et du nouveau-né également. Et aussi, les résultats ont montré que l'exposition à la chaleur n'est pas souvent connue comme un problème dans les communautés. Et aussi, on sait très peu de choses sur comment est-ce que, en période chaude, les communautés, les femmes et leurs entourages peuvent se comporter pour se protéger. Donc, on n'avait pas vraiment d'informations sur ces situations. Et donc, c'est ce qui a justifié notre recherche et on voulait comprendre comment les femmes et leur entourage perçoivent et expliquent les risques de maladies liées à la grossesse et à l'accouchement en période de chaleur extrême. Et l'un des objectifs aussi, c'est qu'on voulait concevoir des interventions sanitaires réalisables et acceptables qu'on peut tester en formation sanitaire pour atténuer l'impact de cette chaleur-là sur les femmes et les enfants. Donc, nous avons mis en œuvre 3 séries d'études. Donc, un volet quantitatif, un volet qualitatif et le volet intervention, co-conception avec les acteurs et mise en œuvre. Et pour ces recherches, ce sont des équipes interdisciplinaires qui ont travaillé et les recherches qualitatives ont eu lieu à Ouagadougou et à Kaya et la recherche quantitative a eu lieu à Bobo-Dioulasso. Mais pour cette présentation, je vais uniquement présenter le volet recherche qualitative et mise en œuvre d'intervention. Donc, l'aspect quanti, je ne vais pas parler de ça. Donc, je vais juste parler de le volet quali, recherche socio-anthropologique en communauté, et puis l'intervention qu'on a co-développée et mise en œuvre. Donc, pour ce qui concerne le volet quali, on a fait des entretiens et des focus group avec des femmes enceintes, des femmes qui venaient d'accoucher, mais aussi des membres de la communauté, des discussions de groupe avec des jeunes femmes, des femmes âgées,
de plus de 40 ans, qui sont souvent des belles-mères et des tantes qui accompagnent les femmes, et des conjoints. Nous avons aussi discuté avec des informateurs clés, tels que les travailleurs de santé et les agents de santé communautaire et des représentants de la communauté. Donc, à travers une analyse thématique, nous avons pu générer un certain nombre de connaissances. Donc, les résultats que je vais présenter, c'est le volet uniquement sur les expériences et les vécus des femmes enceintes en postpartum en période de chaleur extrême et la conception de l'intervention. Donc, les résultats montrent que effectivement, les températures élevées affectent les femmes enceintes et leur fonctionnalité. Leur fonctionnalité, c'est leur capacité à travailler, leur capacité à prendre soin d'elles-mêmes, leur capacité à pouvoir entretenir des relations avec leurs partenaires et leur famille. Et donc, on a identifié 4 catégories de conséquences, notamment les conséquences physiques, sociales, psychologiques et économiques. Et notamment les conséquences physiques, c'est la déshydratation, les problèmes de peau, les boutons sur la peau, la fatigue, le stress intense. Et les conséquences sociales, c'est la désharmonie au sein même de la structure familiale liée au fait que souvent la femme, quand il fait chaud, elle a besoin de s'isoler. Et les conséquences psychologiques, c'est l'irritabilité, beaucoup d'irritabilité, beaucoup d'anxiété et de stress liés au fait que souvent le bébé qui naît et qui a très chaud, souvent est inconfortable et pleure énormément. Donc, tout cela constitue à renforcer le stress chez la mère qui n'arrive pas à comprendre pourquoi le bébé pleure, qui souvent pense qu'il est malade et qu'elle n'arrive pas vraiment à identifier le problème ni à apporter une solution. Du point de vue économique, c'est le fait que certaines femmes ont été obligées d'arrêter leurs activités génératrices de revenus qui pourtant étaient les sources importantes pour pouvoir prendre en charge la famille du fait de la chaleur extrême et qu'elles avaient besoin de préserver leur santé. Donc, résumé, c'est ça, la capacité des femmes à s'occuper d'elles-mêmes et de leurs enfants, notamment ce qui contribue à réduire également l'allaitement et le contact peau à peau. Elles allaitent moins les enfants parce qu'il fait chaud et elles ne veulent pas rester en contact avec le bébé qui crée beaucoup d'inconfort, la perturbation des relations intimes avec le conjoint, ce qui a des répercussions négatives sur le bien-être de la famille. Mais ce qu'on a identifié aussi, c'est que les femmes n'ont pas souvent conscience des effets de la chaleur sur le risque de la santé maternelle et infantile. On a d'autres résultats qu'on ne présente pas ici, mais c'est que cette chaleur extrême affecte l'utilisation des services de santé, mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça. Donc, sur la base de ces résultats, nous avons conçu une intervention qui a été mise en œuvre en formation sanitaire. Comment est-ce que nous avons conçu cette intervention? C'est un processus de co-conception que nous avons adopté, c'est-à-dire nous avons réuni des parties prenantes dans le domaine de la santé maternelle et infantile, dans le domaine du changement climatique et aussi des bénéficiaires au sein de la communauté, les membres de la communauté. Donc, nous avons présenté les résultats de nos recherches. Nous avons présenté aussi ce qui existe dans la littérature ailleurs dans le monde et nous avons discuté avec eux pour pouvoir identifier des solutions localement appropriées, réalisables, pour réduire l'impact de la chaleur sur la femme et le nouveau-né. Donc, on a organisé 4 ateliers qui ont réuni 85 participants. Donc, l'analyse de ces données a fait ressortir 2 interventions prioritaires par ces personnes qui ont participé à ces ateliers. Donc, ils ont proposé qu'on informe et qu'on éduque la communauté sur la chaleur et les conséquences de l'extrême chaleur sur la santé maternelle et infantile, mais aussi qu'on forme le personnel de santé sur la question. Donc, après avoir identifié ces 2 actions prioritaires, nous avons maintenant développé une intervention avec un contenu.
Et donc, cette intervention que nous avons développée, nous avons, l'objectif de cette intervention, c'était d'améliorer les connaissances des femmes et leur entourage sur les bonnes pratiques et les stratégies. Ça, c'est l'objectif global. Maintenant, l'objectif spécifique consistait à amener les agents de santé à intégrer dans leurs activités de routine à l'endroit des femmes des messages sur la chaleur. Et donc, le contenu de l'intervention s'est articulé autour de 4 principales activités. Donc, nous avons d'abord identifié les messages à faire passer pour changer les attitudes et pratiques en matière de chaleur et santé maternelle. Nous avons ensuite élaboré des outils de communication basés sur ces messages que nous avons identifiés. Ensuite, nous avons formé les professionnels de santé et les agents de santé communautaires. Et enfin, chaque formation sanitaire impliquée dans la recherche a élaboré un micro-plan d'action d'intégration de messages dans leurs activités de routine. Comme vous le savez, en formation sanitaire, il y a déjà des activités qui existent à l'endroit de la mère et de l'enfant. Donc, ce que nous, on a voulu faire, c'est que pendant ces activités, que les professionnels de santé intègrent des messages sur la chaleur. Et donc, voici un exemple de message, par exemple, qu'on a développé, et puis un exemple d'image de communication qu'on a aussi pu développer. Et donc, le message dit, par exemple, même dans des conditions climatiques plus chaudes et plus sèches, les enfants nourris exclusivement au sein n'ont pas besoin d'eau supplémentaire. Donc, par temps chaud, les mères doivent nourrir son enfant fréquemment. Cela permet à l'enfant d'étancher sa soif car le lait maternel contient suffisamment d'eau. Donc, ce message, c'était pour dire aux femmes que la perception qu'elles ont que en période de température, de haute température, le lait maternel seul ne suffit pas et qu'il faut ajouter de l'eau supplémentaire. C'est pour montrer que en réalité, le lait maternel seul suffit et que si l'enfant est nourri fréquemment et assez, il n'a pas besoin d'eau supplémentaire. Et ce tableau montre les activités que les agents de santé ont intégrées dans leur plan d'action en formation sanitaire à l'endroit des femmes. Donc, notamment, c'est des causeries éducatives. Pendant les causeries éducatives avec les mères en formation sanitaire, ils profitent de parler de l'allaitement et de l'hydratation en temps de chaleur. Et aussi, en salle de consultation, aussi, quand ils reçoivent les femmes enceintes, ils en parlent. Et aussi, nous avons développé des capsules vidéo qu'on projetait dans les salles d'attente des maternités et des dispensaires. Les agents de santé communautaire également avaient des boîtes à images qu'ils utilisaient en communauté pendant leurs activités. Donc, on n'a pas créé d'activités supplémentaires, on a juste intégré la question de la chaleur et de la santé maternelle dans les activités qui existent. En termes de leçons apprises, la recherche et l'intervention ont montré que les femmes enceintes et en période postpartum ont faiblement conscience des risques sanitaires à l'exposition à la chaleur extrême, et ce qui montre effectivement vraiment la nécessité de mettre en place une stratégie d'adaptation du système de santé au changement climatique, c'est-à-dire des politiques publiques et des programmes en lien avec cette question pour permettre au système de s'adapter. Et donc, on a pu faire ressortir que la formation continue et la révision des curricula de formation initiale des professionnels de santé améliorera leurs pratiques et aussi renforcer la capacité des agents de santé à communiquer avec les femmes sur les bonnes pratiques de gestion des risques liés à la santé, mais aussi intégrer la sensibilisation et les stratégies adaptées dans les soins de santé primaire. Ça aussi, c'est une piste pour de résilience et de renforcement du système de santé au changement climatique. Donc, voilà, résumé, une petite partie de tout ce que nous avons comme données
sur la question que nous avons pu générer à partir de nos recherches au Burkina Faso. Donc, merci pour votre attention. Good afternoon. Thank you very much for this unique opportunity given to me to present as well as discuss with you public perception of health and social risks of extreme heat in northern Ghana. By way of the background, globally, climate change raises critical economic as well as social and health concerns. And 25,000 additional deaths or mortality per year. And this mortality indeed is within the sub-Saharan Africa or the developing world. Produce lower emissions, as well as low industrialization, and they experience worse of climate change, increase in agricultural drought, as well as maximum temperature. And this maximum temperature indeed has an effect of the health of the people. Because time is not on our side, I just want to go straight to Ghana and narrow it to the northern part of the country where temperatures are high and extreme heat and its related health outcomes are high. Ghana, indeed, annual rainfall pattern has decreased whilst temperature keep on increasing, and this indeed has an effect on the health of the people in the country. Annual temperature increases up to 1.4 degrees Celsius by 2040. That is the estimation or the projection by the meteorological agency or authority in Ghana. Increasing desertification as a result of increasing population, which cumulate the need for agricultural demand for food. Because in as much as the population keeps on increasing, there is the need for more land to be cultivated. And by doing so, deforestation and desertification continue. Indeed, in Ghana, 20 hectares of land lost annually as a result of desertification and deforestation. Northern Ghana is more vulnerable to the impact of deforestation and desertification. Northern Ghana is more vulnerable. Why is it vulnerable? The northern part of the country, let me just give a brief description here. In the northern part of Ghana, it is not the forest belt. So afforestation is limited. The issue of forest is limited, and the attitude of the people to plant more trees is not also there. So we keep on educating people to increase planting of trees to challenge the deforestation that we are experiencing. And annual temperature increases up to 2.5 degrees Celsius by 2030, as indicated by the Ghana Meteorological Agency. What then is the gap? The literature gap, what is it? Existing literature focuses mainly on agricultural and livelihood diversification as a result of climate change. Existing literature also focuses on food security and the economic situation of the people. But these particular studies involve rural communities, focus on farmers, minimal analysis on the health impact of climate change, is less attention is actually paid to it. In the letters focus on the climate change and health nexus. Food security, as a result of that, it affects the nutrition of the people, and more children in the northern part of the country are malnourished. Drought is very common in the country,
especially in the northern part of the country, Ghana. About 68% of the people in northern Ghana are engaged in agricultural activity, such as farming and livestock rearing. But as a result of continuous drought, it affects the activity of the people. Flooding leading to some kind of illness and social risks, heat, transmission of vector-borne disease, stress as a result of lack of sleep, leading to some kind of mental disorder. We still continue with the climate change and health nexus. Drought, we talk of food security as a result of drought, water shortage, nutrition leading to malnutrition. We have heat, the heat transmission of vector-borne diseases, stress, poverty, and social vices. Indeed, I need to explain these social vices dynamics. During the heat season, people are compelled to sleep outside their homes. As a result of that, people have taken advantage of it to steal and to rape the vulnerable people, especially women. And this has actually affected the health of people, especially sexual and reproductive health. As a result of flooding, people become homeless, and others have taken it as a great opportunity, especially the girl child, to give them accommodation, and by doing so, they exchange sex for accommodation. And this also leads to sexual and reproductive health needs. Let us look at the justification for our study. What indeed were our objectives? Our objectives were to exploit public perception of health and social risks of extreme heat in northern Ghana. We also tried to investigate the impact of environmental media, such as water, air, and water, especially air, housing, nutrition, and water on the health and perception of health. The purpose indeed inform future regional climate adaptation, guide healthcare intervention in northern Ghana. Our study setting, indeed, because of limitation in time as well as resources, we decided to limit ourselves to the Tamale metropolis. And within the Tamale metropolis, we decided to pick 2 communities from the urban Tamale and 2 communities from the rural Tamale. What informed the choice of the communities? We chose those in the urban area to find out their perception regarding to extreme heat and their experience. Their experience in such a way that, for instance, in the urban Tamale, they have electricity. They have air conditioners in their rooms. They have fans in their rooms. But the rural Tamale, electricity is not there. Water is a problem to them. Their design in terms of building is something that we can say that they build their houses without windows, and some with smaller windows, and the heat is too much on them. What was our sample size? This was indeed a qualitative type of study. Excuse me. So we chose only 28 participants. Their ages was between 20 to 60. And the data collection tools we use, we organized 4 focus group discussion. And in each of the focus group, we wanted it to be so interactive. So 6 people form a focus group, and we also engage 12 key informants. Now, the common themes that we actually looked at was to look at extreme heat. They are the people's understanding of extreme heat, high temperature, cold temperature, drought, housing, industrial activities, water scarcity, bush burning, food insecurity, erratic rainfall, and then the findings, perception of climate change.
We have those who agree, those who were indecision, and those indeed who disagree. So first, we try to find out persons engaged in climate change work are making a big deal of nothing. 15 of them agreed, 1 was neutral, and 10 say they disagree. We also try to look at climate change is not affecting our community. Indeed, 26 of them agree that climate change, disagree that climate change is actually affecting their community. My community is not responsible for climate change. 5 agreed that their community is not affecting. 1 indecision. 20 indeed satisfied that they disagree, which indeed suppose that which suppose indicate that my community is not responsible for climate change. Those who disagree intend to support the idea that the community in which they live, including their own activity, affect climate change. So perception of climate change, awareness, extreme or out of ordinary weather condition. That was what they thought. Scarcity of water, timing and duration of heat. Then we look at the causes. Participants identify behaviors they believe causes climate change. There are behaviors such as bush burning, population growth, deforestation, emission from factories, cars, and motorbikes. And some indeed concluded that it's punishment from God. Perception of climate change. Climate change leads to strong storm, flooding, high temperature, drought, earthquake, more diseases, losses of building close to sea, loss of food and crops, losses of what? Plants and animals. And if you look at this, those who agreed were indeed more than those who were neutral, as well as those who disagree. So this presupposes that the people are now understanding what climate change is the reality of climate change, and not what they perceive climate change is. Now let's look at extreme heat and health. Increased risks of diseases, increased hospital visits, and healthcare costs. Children and elderly are more vulnerable. Situations of helplessness and uncertainty. And this was what we reveal, or our study revealed during the heat, that the whole season is full of sickness. During heat, we get malaria, sickness relating to the neck, skin diseases, because some people's skin are very sensitive to heat. Rainy season is no better. Now, extreme heat and livelihood diversification, negative impact on farming, less rain, more bushfire, reduced arable land, poor crops yield, post-harvest loss, aggravated food and nutrition insecurity, as well as increased food price, increased household food cost. And this indeed has an effect on the health of the people. The heat has really affected us. It has increased the prices of food. A bag of maize, which we used to buy, which sold at 600 cedis, but we used not to even buy it for 200 cedis. So they are now trying to weigh climate change as well as heat in relation to food prices. Our area was not as large as it is today. So we used to farm around our homes. And the trees that were around gave us some kind of shade. But now
because environment is too clear. The heat gets its way into our communities. So we have no option than to rely on God. This was what a farmer said. In my preamble, I indicated the rural northern Ghana, the kind of their building architecture. You can see this round room, that is somebody's living room. There is no window, and your guess is as well as mine, because in situation where there is extreme heat, such a person cannot sleep in the room than to come out and sleep outside. And that person will expose himself to mosquitoes, leading to malaria and other reptiles and what have you. So extreme heat and housing, increased cost of electricity to cool rooms, that is urban Ghana. Instability of power supply, urban Ghana, urban northern region. The poor becomes more vulnerable, rural, sleeping outdoor, increased risks of what? Malaria. And you can see some kind of the northern architecture. My room gets so hot, I sit around till 1 a.m. for some fresh air before I can be able to sleep. In some instances, I sleep outside and expose myself to mosquitoes, leading to constant malaria. Intensify water security, increase household costs on water, increase risk of water-related diseases, as well as waterborne diseases and water-wash diseases. You can see the water the people use for domestic purposes, as well as drinking. And this indeed has afflicted the people on all kinds of water-related diseases, be it water-wash disease, waterborne, or water-related. These were some of our qualitative findings. Due to the discovery of guinea worm infection from drinking water, the dam pipes were laid in areas to supply us with clean water. But up to date, these pipes are still dry, so people continue to drink water from the dam. What happens when the dam dries up? What will be our next option of drinking water? We fetch water from community dam because our taps are not flowing, and that can cause disease. The way it is used to rain, it shouldn't have stopped at this time, but it has. They are now trying to look at the rain pattern 10 years ago and the rainfall pattern now. Strength and limitation. In fact, context-wise, specifically to Northern Ghana, qualitative approach leads to perspectives, comparatives between rural and urban communities, and limitation liable of social bias. Cross-sectional design does not establish causality. So conclusion. Overall awareness of climate change and personal responsibility, causality of extreme heat, often attributed to religious and spiritual punishment, increased challenges for water, sanitation, and hygiene issues. The study, we recommended that increased knowledge and awareness of risk factors and coping strategies, improve access to affordable mitigation methods. And we also recommended that provide training on low-cost technology measures. And finally, we recommended that climate change issues are everybody's business. It is not the business of government, it is the business of every meaning Ghanaian. Thank you for your attention. So in Ghana, we've given per our study, we've given a slipper, and the slipper is saying that taking effect towards mitigating
climate change challenges. Thank you. That's the end of my presentation. Thank you very much for this insightful presentation, Professor Siblin. This was very interesting. So I invite a speaker. If you have any question, you would have time for one quick question now. And else I already invite Biran to prepare his slides. So the next speaker will be Biran Cissé. And he's a geographer, and he obtained his PhD at University Cheikh Anta Diop in Dakar. And now he's still working on the nexus of environment, health, and society in the Centre Suivi Écologique, so the Ecological Monitoring Center in Senegal, and also at the University Cheikh Anta Diop. And I would invite you now and give you the floor, and we will continue our discussions and also the questions from Professor Siblin for the end of this chat. Yes. Merci beaucoup, Martha, et bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Biran Cissé. Je suis enseignant-chercheur au département de géographie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et je travaille sur les questions d'environnement et de santé. Et je suis aussi un chercheur associé au Centre Suivi Écologique, où je travaille avec le docteur Ibrahim Assi, qui est l'un des co-auteurs de ce travail, qui revient sur une situation que nous avons analysée ou bien étudiée dans le nord du Sénégal en relation avec les vagues de chaleur. Donc, cette présentation va revenir sur un certain nombre d'aspects qui vont être en relation avec... est-ce que ça avance chez vous? D'accord. Donc, nous allons revenir sur... Merci. Nous allons revenir sur les éléments de contexte, revenir sur la méthodologie qui a été utilisée dans le cadre de cette recherche, revenir sur les principaux résultats et mettre en avant quelques messages clés par rapport à ce travail. Les vagues de chaleur, nous avons connu ça dans le passé. Et des exemples qui sont là encore nous montrent l'ampleur de ces dégâts en relation avec la hausse des températures. Nous pouvons prendre l'exemple de l'Inde, de Chicago, ou bien de Mexique, ou bien de la France en 2003, où dans ces pays, on a eu des cas de décès qui ont été documentés et qui ont causé aussi des soucis par rapport à d'autres problèmes de santé dans ces localités. Donc, ce qui fait que ces problèmes de santé en relation avec la hausse des températures sont devenus des problèmes de santé publique dans ces pays et ils ont développé des initiatives pour comprendre ces phénomènes, mais aussi pour prendre en charge les problèmes en relation avec ces problèmes. Dans la zone sahélienne, cette situation aussi est connue en termes de présence, mais en termes de documentation, l'impact par rapport à la santé n'est pas encore assez connu. Donc, c'est dans ce cadre que cette recherche a été menée pour essayer de documenter une situation qui s'est déroulée au mois de mai 2013 dans la partie nord et nord-est du Sénégal. Dans cette partie, il y a eu autour de 5 jours, une hausse des températures avec des moyennes qui dépassaient les 47 degrés. Et dans ces localités, on a eu des cas de décès qui ont été signalés lors de cette période de vague de chaleur par les autorités sanitaires en relation avec les communautés qui sont dans ces localités. Donc, de ce fait, il a fallu faire une recherche pour documenter cette situation exceptionnelle qui s'est présentée dans cette partie nord et nord-est du Sénégal. L'approche méthodologique a été orientée donc par rapport à ça, à une recherche de données climatiques pour essayer de comprendre quelle était la situation de la température, mais aussi d'autres paramètres climatiques lors de cette période. Il y a aussi une visite ou bien des visites au niveau des communautés pour essayer de comprendre
par rapport à cette situation, comment les populations ont vécu la situation et comment les populations ont essayé de prendre en charge cette situation. Et par rapport à l'ensemble des données qui ont été mobilisées, des données sanitaires aussi ont été collectées dans le cadre de cette recherche. Et ces données ont été collectées au niveau des structures sanitaires des localités qui sont dans le nord du Sénégal. Et l'ensemble de ces données qui ont été collectées ont permis de faire des analyses afin de mettre en évidence des situations de vulnérabilité par rapport aux vagues de chaleur des populations. Donc, l'étude a été réalisée dans le nord du Sénégal. Il faut savoir, le nord du Sénégal, c'est cette partie sénégalaise qui concerne le Sahel. Et c'est cette partie aussi où nous avons une végétation qui est très rare, des pluviométries qui tournent autour de 300 mm annuels, mais aussi où nous avons une activité ou bien des activités qui se font à l'air ou bien au soleil. Donc, c'est dans ces localités que nous avons mené cette recherche et nous avons collecté des données climatiques, historiques, des données de santé de routine et des données socio-économiques. La collecte de données s'est déroulée par rapport à l'ensemble des zones qui ont été visitées en rapport avec les structures sanitaires de référence. Il fallait faire le tour de ces structures sanitaires pour collecter les données au niveau des registres sanitaires, mais aussi échanger avec le personnel de santé. Pourquoi le personnel de santé? Parce qu'il fallait avoir une situation qui allait nous permettre d'avoir des pathologies qui sont en relation avec la situation de hausse de température ou bien de vagues de chaleur. Donc, les entretiens avec le personnel de santé nous a permis de faire un focus sur un certain nombre de pathologies qui sont rencontrées très souvent lors des vagues de chaleur. Donc, ces pathologies, c'était tout ce qui est en relation avec le diabète, l'hypertension, l'asthme, les problèmes respiratoires, les diarrhées, mais aussi tout ce qui est en relation avec les grippes. Au-delà de ces données sanitaires, nous avons fait le tour des localités au niveau des départements qui ont été considérés dans le cadre de l'étude. Il fallait aller rencontrer les communautés et discuter avec eux par rapport à la situation de vague de chaleur. Comment les communautés s'organisaient en cas de vague de chaleur, quelles étaient les difficultés que ces populations avaient lors de ces périodes et quels étaient les problèmes de santé que ces populations enregistraient lors des périodes de vagues de chaleur. L'étude a été aussi orientée vers des domaines qui sont en rapport avec la géographie, c'est-à-dire étudier des ensembles qui sont géographiquement déterminants. Par exemple, la zone du Jolof, la zone du vallée du fleuve Sénégal, la zone du Fouta, entre autres. Il fallait aussi considérer une situation entre une étude en milieu urbain et une étude en milieu rural. Donc, nous avons introduit dans l'échantillon des populations qui étaient dans des villages et des populations qui étaient en milieu urbain afin d'analyser la situation entre ces deux zones d'habitation. Donc, pour l'ensemble de l'étude, nous avons visité des quartiers qui sont en milieu urbain, mais nous avons aussi visité des villages. Nous avons rencontré des médecins-chefs de district, mais nous avons rencontré des ICP. Donc, pour voir aussi la diversité des acteurs qui ont été rencontrés dans le cadre de cette recherche. Cette recherche a permis de mettre en avant un certain nombre de résultats et ces résultats nous ont permis de caractériser la situation de vague de chaleur lors de cette période. De 2009 jusqu'à 2019, un certain nombre d'années où nous avons rencontré des vagues de chaleur ont été identifiées. Et sur l'image A, ici, vous avez le nombre de vagues de chaleur par année qui ont été recensées. Donc, si vous regardez bien, c'est l'année 2010 où nous avons plus de cas de vagues de chaleur. Et ça a été aussi documenté au Burkina ou bien ressenti au Burkina, au Mali et dans certains pays du Sahel. D'autres années aussi ont été identifiées comme étant des années où on a enregistré beaucoup de vagues de chaleur, telles que 2017 et 2016, où nous avons aussi ces périodes. Il faut aussi identifier, souligner par rapport à ces vagues de chaleur, les températures
diurnes, certes, étaient élevées, mais les températures en soirée aussi étaient très élevées. Et dans la normalité, les températures en soirée devraient baisser pour permettre au corps de se reposer, mais tel n'est pas le cas en cas de vague de chaleur. La mise en relation de ces données climatiques et des cas de pathologies enregistrées dans les structures de sanitaires nous ont permis d'avoir des corrélations entre les périodes de hausse de chaleur et les périodes où dans les structures sanitaires on rencontrait beaucoup de patients pour la consultation. Et ce qui est important à retenir parmi ces illustrations, c'est la présence chaque année du mois de mai comme étant un mois à pic par rapport aux problèmes de santé ici au Sénégal, dans la partie nord-est du Sénégal. Nous avons fait l'étude englobée 3 mois, avril, mai et juin, qui sont les mois les plus chauds au Sénégal, mais il s'est trouvé que le mois de mai a été le mois où on avait les températures extrêmes, mais aussi les problèmes de santé très élevés dans ces localités qui ont été suivies. La distribution de ces problèmes de santé nous permet d'avoir une idée par rapport aux localités où les problèmes de santé étaient plus rencontrés ou bien enregistrés. Et si nous avons ici, nous avons la distribution de l'ensemble des cas de pathologies qui ont été recensés dans le cadre de l'étude. Et une étude détaillée de ces pathologies nous permet d'avoir une idée par rapport aux pathologies qui sont en relation avec les vagues de chaleur qui sont telles que les problèmes de fatigue liés à l'exposition à la chaleur, mais aussi les problèmes de migraine qui sont aussi en relation avec la chaleur. Au-delà de ces analyses des cas de pathologie, nous avons essayé d'étudier les facteurs qui exposaient les populations face aux vagues de chaleur. Et parmi ces facteurs de risque, nous avons identifié le genre comme étant un facteur déterminant. Pourquoi le genre? Nous sommes dans une localité où les femmes, les femmes gèrent tout ce qui est tâches ménagères. Et parmi ces tâches, il y a la collecte de l'eau. Et souvent, nous sommes dans des localités où, en termes d'adduction d'eau, on n'a pas le réseau qui arrive dans les maisons. Donc, ce sont des forages et des puits qui sont utilisés pour la consommation en eau. Et ce sont les femmes qui sont orientées vers ces tâches et qui doivent faire des kilomètres pour aller chercher l'eau au niveau des forages ou bien au niveau des puits. Et très souvent, c'est à des heures où le soleil est au zénith que ces femmes vont aller chercher l'eau. Il y a aussi, en termes de construction, les types de maisons qu'on avait dans ces localités. Pourquoi les types de maisons? Nous avons souligné la différence entre la température matinale et la température en soirée. Ici, nous sommes dans des localités où les constructions emmagasinaient la chaleur journalière et en soirée restituaient cette chaleur et les populations qui vivaient dans ces maisons souffraient par rapport à ces problèmes de température. Nous avons aussi identifié comme étant déterminant dans ces maisons le fait de posséder la climatisation ou bien le fait d'avoir le ventilateur comme instrument qui favorisait la réduction de la sensation de chaleur par rapport aux populations. Et comme nous l'avons étudié en milieu rural et en milieu urbain, nous avons eu des cas en milieu rural où les populations n'avaient pas les moyens en termes d'accès à l'énergie, à l'électricité, mais aussi en termes de coût d'achat des instruments pour permettre de réduire la température. Et au-delà de ça, nous avons aussi, en termes d'utilisation de combustible de cuisson, nous sommes dans une zone où le bois est utilisé pour faire la combustion. Et souvent, les cuisines n'ont pas de toit, c'est à l'air libre, et ce sont encore les dames qui sont exposées à faire ces tâches au niveau des maisons, ce qui les expose à cette problématique de vague de chaleur. L'ensemble des résultats de l'étude nous ont permis de mettre en avant un certain nombre de messages clés qui orientent aujourd'hui une mission que nous menons avec l'Agence nationale de la météorologie au Sénégal, qui chaque année, au mois d'avril, mai et juin, nous préparons des bulletins pour informer les communautés qui sont dans ces localités pour faire face aux problèmes de vagues de chaleur. Donc,
les résultats de l'étude ont permis de mettre ces évidences scientifiques en montrant la relation entre ces hausses de température et ces problèmes de santé dans ces localités. Les autres éléments en termes de message, c'est la contribution ou bien le manque d'information des autorités sanitaires en rapport avec les services climatiques, mais aussi en termes de formation par rapport aux sciences climatiques pour leur permettre d'être en mesure ou bien en capacité d'aider les communautés qui sont dans ces zones. Donc, voici quelques éléments sur lesquels je voulais partager avec vous et discuter si vous avez des questions. Je terminerai en remerciant les partenaires de cette étude qui sont l'Université de Dakar, le laboratoire L'Océan en France, l'IRD, le ministère de la Santé, l'ANACIM, le Centre de suivi écologique et le laboratoire LPAO qui est au niveau de la fac des sciences. Donc, merci à vous. Next webinar will focus really on preparedness and response strategies. And I think the work of Professor Sieblim, also of Cardio and Beran, is also extremely relevant for this. And we thank you all for your participation, and we hope to see you next week at the webinar. Thank you very much, and I would like to applause for the speakers. Thanks again.